Les premières lueurs de l'aube touchent le avion Kiaka, une étendue de terre qui détient l'un des réserves d'or les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Les machines sont silencieuses. Seuls les bourdonnements des générateurs et le vent traversent les collines. Pendant des décennies, les hommes ont travaillé cette terre, mais n'ont rien possédé. Cependant, ce matin, tout change. Un nouveau son se fait entendre. Le capitaine Ibrahim Traoré annonce une revendication audacieuse pour 35% de la mine d'or de Kiaka. Ce geste surprenant bouleverse les règles de l'industrie, mais ce n'est pas simplement une question de pourcentage. C'est un symbole de souveraineté et de dignité nationale. Le Burkina Faso se réapproprie sa richesse, mais cela va-t-il suffire pour changer le destin du pays? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse qui a secoué les fondations de l'économie mondiale. En réclamant 35% de la mine d'or de Kiaka, il ne fait pas simplement une demande économique. Il engage une bataille pour la justice, l'autodétermination et la dignité nationale. Le Burkina Faso, qui abrite l'une des plus grandes réserves d'or d'Afrique de l'Ouest, a longtemps été une victime de l'exploitation étrangère. Les contrats signés au fil des ans ont favorisé les multinationales, laissant les populations locales dans la pauvreté. Traoré, avec cette revendication, ne cherche pas seulement à réécrire les règles économiques. Il veut redéfinir la manière dont le pays interagit avec le monde. En augmentant la participation de l'État dans la mine à 35%, il établit une nouvelle norme, la souveraineté nationale sur ses ressources. Mais le défi est immense. Les investisseurs occidentaux sont sur le qui-vive et des nations puissantes comme les États-Unis regardent cette décision de près. Quelles en seront les conséquences pour le Burkina Faso et la région? Ce matin-là, la voix calme du capitaine Ibrahim Traoré résonne à travers les ondes radio et les écrans de télévision, annonçant une décision historique pour le Burkina Faso. 35% des bénéfices de la mine d'or de Kiaka, l'une des plus grandes réserves d'Afrique de l'Ouest, seront désormais attribués à l'État. Ce changement est loin d'être anodin. Pendant des décennies, le pays a observé l'or sortir de ses sols sans voir une réelle amélioration des conditions de vie locales. L'exploitation minière était entre les mains de sociétés étrangères qui, tout en amassant des profits colossaux, laissaient derrière elles des villages sans infrastructures, des routes dégradées et une population privée des bienfaits de ses propres ressources. Comme mentionné, le projet de Kiyaka, d'une valeur de 500 millions de dollars, est l'un des exemples les plus marquants de cette inégalité. Le pays a longtemps été un exportateur de matières premières, mais ses habitants n'ont jamais vu les fruits de cette richesse. Le gouvernement de Traoré, fraîchement installé, a décidé de réécrire les règles du jeu. Il a calculé que 35% de participation de l'État dans ce projet minerait une part significative des profits, tout en garantissant un contrôle accru sur les opérations et en permettant au pays d'investir dans des infrastructures locales. C'est une part significative, mais elle ne signifie pas nationalisation complète, plutôt un partenariat entre l'État et les investisseurs, avec une gouvernance locale en tête. Ce geste n'est pas seulement économique. Pour beaucoup, il incarne un changement de paradigme. Après des années d'exploitation, la décision de Traoré est perçue comme une réclamation d'indépendance et de justice. Cela marque un tournant dans la politique économique du pays et place le Burkina Faso sur une trajectoire différente, loin des anciennes pratiques qui favorisaient les multinationales au détriment des citoyens. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État en 2022, s'est rapidement imposé comme un leader déterminé à réformer profondément son pays. Ce jeune militaire a pris une position audacieuse face aux multinationales et aux institutions financières internationales, refusant de se plier aux anciennes pratiques qui maintenaient le Burkina Faso dans une dépendance économique. Son approche directe et sans compromis lui a valu un large soutien parmi la population,
en particulier dans les régions minières où les habitants ont longtemps été témoins de l'exploitation des ressources sans bénéficier des retombées. Lors de sa visite à la mine de Kiyaka, il a posé une question simple mais percutante à un contremaître. Si l'or quitte notre sol chaque jour, pourquoi le village reste-t-il dans l'obscurité la nuit? Cette question apparemment innocente a cristallisé la frustration de nombreux Burkinabés. Traoré a compris que l'exploitation minière, bien qu'elle rapporte énormément d'argent, ne profitait pas au peuple burkinabé. Il a vu dans ce secteur un moyen de rétablir l'équilibre en redistribuant les profits, d'abord au profit des travailleurs locaux et des infrastructures nationales, mais aussi dans le but de redonner au Burkina Faso le contrôle sur ses propres ressources. Comme mentionné, les conséquences immédiates de cette décision ont été perceptibles dans le pays. Le sentiment de fierté a envahi les communautés locales, qui ont vu une promesse de changement. Des projets d'infrastructure ont été lancés et la construction d'une unité de raffinage local a commencé à Bobo Dioulasso. Ce geste n'était pas seulement économique, mais symbolique d'une nation qui se réveille et qui, pour la première fois depuis des décennies, prend en main son propre destin. La décision d'Ibrahim Traoré de prendre le contrôle de 35% de la mine de Kiyaka a secoué le monde économique. Ce geste a non seulement redéfini le rapport de force à l'intérieur du pays, mais a aussi envoyé un message puissant à la communauté internationale. En quelques semaines, les répercussions ont été immédiates et profondes. La première conséquence a été une série de discussions à Ouagadougou, la capitale, où les ministres et les hauts fonctionnaires du gouvernement ont commencé à réévaluer les contrats miniers passés, signés sous la pression des investisseurs étrangers. Ces contrats, qui donnaient une part dérisoire au Burkina Faso, ont été remis en question. Le président Traoré n'a pas tardé à concrétiser ses intentions. En un mois, le gouvernement a signé un nouveau code minier, garantissant une participation de l'État de 35% dans tous les projets miniers d'envergure. Ce chiffre, bien que moins radical que la nationalisation, a permis au gouvernement de contrôler une part significative des bénéfices tout en maintenant un partenariat avec les investisseurs. Mais ce changement ne s'est pas fait sans heurts. Les entreprises occidentales ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de leurs investissements. Des analystes à Paris et à Washington ont qualifié cette décision de nationalisme des ressources, craignant que d'autres pays africains emboîtent le pas. Pourtant, à l'intérieur du pays, le changement était accueilli avec enthousiasme. Dans les rues de Ouagadougou, les gens ont célébré la décision de Traoré comme un symbole de rétablissement de la souveraineté nationale. Les communautés locales, souvent délaissées dans les projets miniers passés, ont vu cette décision comme un signe qu'elles seraient enfin traitées avec dignité. Le pays, longtemps considéré comme une simple réserve de ressources naturelles, devenait un acteur économique à part entière. Les investissements étrangers, bien que refroidis par la nouvelle politique, n'ont pas totalement disparu. De nombreuses entreprises ont mis en pause de nouveaux projets, préférant attendre pour évaluer les implications à long terme de ces changements. Mais le pays a su garder son cap. Le gouvernement a mis en place un fonds national pour les infrastructures qui allait financer des projets d'aménagement de routes, de construction d'hôpitaux et de développement de nouvelles lignes électriques, surtout dans les zones minières. Le sentiment d'un nouveau départ s'est rapidement propagé dans les villages proches des mines où l'or extrait commençait à servir à la construction de communautés durables. L'impact social a été tangible, la formation d'ingénieurs locaux a commencé, des projets de reconversion professionnelle pour les anciens mineurs ont été lancés et des coopératives locales ont vu le jour. Une nouvelle unité de raffinage à Bobo Dioulasso a également commencé à prendre forme, un pas de géant pour un pays qui n'avait jamais vu une telle infrastructure sur son sol. Cependant, malgré les signes de progrès, des tensions demeuraient. Les investisseurs européens, inquiets de l'instabilité du climat économique,
ont suspendu certaines initiatives et l'Organisation internationale du travail a mis en garde contre le risque de corruption. Mais le gouvernement, fidèle à sa vision, a annoncé un audit indépendant pour garantir la transparence des revenus. Dans les discussions politiques régionales, la décision de Traoré a été saluée comme un modèle par d'autres pays africains, notamment le Mali et le Niger. Les dirigeants de l'Alliance du Sahel ont vu en cette politique une démonstration de la capacité des nations africaines à gérer leurs ressources sans se soumettre aux diktats des puissances étrangères. Traoré, quant à lui, a réaffirmé son engagement à ne pas isoler le Burkina Faso sur la scène internationale. Au contraire, il a invité les investisseurs à venir, mais uniquement sur la base de partenariats équitables. Le message était clair. Le Burkina Faso est prêt à s'associer, mais il ne se laissera plus exploiter. Les effets mesurables de la nouvelle politique minière du Burkina Faso ont commencé à apparaître seulement quelques semaines après l'annonce d'Ibrahim Traoré. La mine de Kiyaka, évaluée à 500 millions de dollars, représente l'un des plus importants projets aurifères de l'Afrique de l'Ouest. Ce chiffre n'est pas anodin. Il illustre la place stratégique que cette exploitation occupe dans l'économie nationale. Pour un pays où l'or constitue la principale source de devises, cette valeur démontre l'envergure de l'enjeu et la raison pour laquelle la décision de Traoré a provoqué autant de réactions internationales. Le gouvernement explique que ce montant justifie la nécessité d'un contrôle accru. Cette évaluation place Kiyaka au cœur d'un débat plus large sur la souveraineté économique. Sous les anciens contrats, l'État burkinabé ne recevait qu'entre 10% et 15% des bénéfices issus des concessions minières. Ces chiffres sont révélateurs car ils montrent l'immense déséquilibre entre les profits générés et les gains réellement perçus par la nation. En pratique, cela signifiait que l'écrasante majorité des richesses quittait le territoire sans bénéfice structurel pour la population. Les experts locaux affirment que cette marge réduite ne permettait ni l'investissement dans les infrastructures, ni l'amélioration du niveau de vie des communautés minières. Ibrahim Traoré considère cet écart comme la source principale d'un système inéquitable. Cette part insuffisante explique pourquoi les villages autour des mines restaient sans route, sans école et sans clinique. Avec la nouvelle réforme, la participation obligatoire de l'État atteint désormais 35%, un chiffre calculé pour garantir une influence réelle sur la gouvernance minière. Ce pourcentage a été déterminé pour offrir au Burkina Faso un pouvoir de décision sans aller jusqu'à une nationalisation totale. Les conseillers de Traoré soulignent que cette proportion permet un contrôle opérationnel et la capacité d'imposer des normes environnementales. Ce niveau d'implication assure aussi la création d'unités de raffinage locales, étape cruciale pour augmenter la valeur ajoutée sur place. L'objectif est clair, réorienter une part substantielle de la chaîne de valeur vers l'économie nationale. Pour Traoré, 35% est un seuil stratégique pour équilibrer souveraineté et attractivité. Depuis la mise en place de ces mesures, les premiers indicateurs sociaux montrent une évolution notable. Des ingénieurs burkinabés participent donc désormais aux opérations techniques grâce à des programmes de formation instaurés par le gouvernement. À Bobo-Dioulasso, la construction d'une unité de raffinage représente un changement concret. Elle permettra au Burkina Faso de transformer son propre minerai plutôt que de l'exporter brut. Les anciens mineurs, longtemps négligés, bénéficient aujourd'hui de nouveaux projets d'irrigation financés par les recettes minières. Les communautés autrefois déplacées reçoivent des compensations pour la première fois depuis des décennies. L'impact économique dépasse les frontières du pays. Les analystes à Paris, Washington et Londres observent attentivement cette évolution, certains parlant d'un tournant dans l'économie extractive africaine. Pour Ibrahim Traoré,
Ces chiffres ne sont pas seulement des données financières, ils sont la preuve que la justice économique peut être mesurée, auditée et appliquée. Dans cette dynamique nouvelle, le Burkina Faso entame une transformation profonde fondée sur des résultats visibles. Ibrahim Traoré a suscité des réactions contrastées avec sa décision de revendiquer 35% de la mine d'or de Kiyaka. D'un côté, ses partisans saluent cette initiative comme une avancée vers la souveraineté économique, affirmant qu'il est grand temps que le Burkina Faso prenne le contrôle de ses ressources naturelles. De l'autre, certains analystes et investisseurs étrangers considèrent cette décision comme risquée, mettant en garde contre les implications d'une telle prise de position. Ils soutiennent que cette politique pourrait entraîner une instabilité dans le climat des affaires et nuire à la confiance des investisseurs internationaux. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de l'histoire du Burkina Faso. Le pays a longtemps été un exportateur de matières premières, mais ses citoyens ont peu bénéficié des richesses extraites de son sol. Les anciens contrats miniers, rédigés dans des termes incompréhensibles pour la majorité de la population, ont permis aux multinationales d'exploiter les ressources tout en laissant derrière elles des villages sans infrastructure. Traoré, en prenant cette décision, cherche non seulement à rectifier cette iniquité, mais aussi à rétablir l'équilibre entre les intérêts étrangers et les besoins locaux. Il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans une vision plus large de justice sociale et de développement durable. Pour introduire la suite, affirme que la mesure pourrait éloigner les entreprises et freiner l'investissement. Toutefois, Traoré a montré que cette politique ne constitue pas un rejet de l'investissement étranger, mais un appel à un partenariat respectueux des équilibres nationaux. Par exemple, la participation de 35% permettrait à l'État de maintenir un contrôle tout en maintenant les portes ouvertes aux investisseurs, à condition qu'ils acceptent de s'engager dans des projets qui bénéficient également à la population locale. Cette approche équilibrée, qui combine ouverture et souveraineté, peut offrir un modèle pour d'autres pays riches en ressources naturelles, qui luttent contre l'exploitation à sens unique de leurs richesses. Pour introduire la suite, ne prennent pas en compte les changements significatifs que Traoré a apportés dans le domaine de la gouvernance économique. Sous sa direction, les règles du jeu ont changé et l'État a désormais un mot à dire sur la gestion de ses ressources naturelles, ce qui permet de garantir que les profits profitent d'abord à la nation. Le modèle de Traoré pourrait bien être celui d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les pays prennent enfin le contrôle de leurs ressources et utilisent celles-ci pour construire un avenir durable et prospère pour leurs citoyens. Comme mentionné, le vent du changement souffle plus fort que jamais à Ouagadougou. La décision de Ibrahim Traoré de récupérer 35% de la mine d'or de Kiyaka n'est pas qu'une simple mesure économique. C'est une réaffirmation de la dignité nationale et un défi lancé aux anciennes pratiques de l'exploitation des ressources. À ce moment crucial, ce qui semble être un simple ajustement des termes contractuels pourrait bien être le début d'un mouvement plus large, un modèle qui redéfinit les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Si les puissances occidentales habituées à dicter les conditions économiques considèrent cela comme un risque, les Burkinabés y voient plutôt une opportunité pour une plus grande autonomie. L'idée même qu'un pays pauvre, longtemps dépendant des investissements étrangers, puisse désormais contrôler une part significative de ses richesses naturelles renverse des décennies de politique économique. Mais au-delà de la politique, c'est une question de reconnaissance. Reconnaître que la richesse sous le sol appartient au peuple, pas à des entités lointaines qui en récoltent les fruits sans contribuer à la société. Le pays se redécouvre une voix forte et respectée dans la région, prête à influencer son propre destin. Les effets concrets de la politique d'Ibrahim Traoré sur le terrain sont déjà perceptibles dans plusieurs domaines clés du Burkina Faso.
L'un des premiers résultats visibles a été l'activation de projets d'infrastructures dans les régions minières, longtemps négligées par les anciens contrats. Les routes sont en construction, les hôpitaux commencent à voir le jour, et de nouvelles lignes électriques sont étendues aux zones rurales. Ces changements sont rendus possibles grâce à l'allocation des fonds générés par la participation accrue de l'État dans les projets miniers. Pour de nombreuses communautés, ce qui semblait être des promesses lointaines est devenu une réalité tangible. Le gouvernement de Traoré a également mis en place un fonds national pour les infrastructures qui est directement alimenté par les bénéfices issus des mines d'or. Ce fonds sert non seulement à financer des projets d'infrastructure, mais aussi à soutenir des initiatives de développement durable, notamment dans les zones proches des mines. L'un des projets les plus significatifs est la construction d'une unité de raffinage à Bobo-Dioulasso, une première pour le pays. Cela marque un tournant pour l'industrie minière, car le Burkina Faso pourra désormais transformer localement ses ressources naturelles plutôt que de les exporter sous forme brute, créant ainsi des emplois et des opportunités économiques à long terme. Un autre impact important est la création de programmes de formation pour les jeunes burkinabés. Dans un pays où l'emploi reste un défi majeur, la possibilité de se former au métier de l'industrie minière et de l'ingénierie offre un espoir concret. Des ingénieurs locaux formés au pays commencent à participer activement à l'exploitation des mines et au développement des infrastructures. Ce changement dans la manière dont les ressources humaines sont utilisées est crucial pour un avenir plus indépendant et plus prospère pour les Burkinabés. Cependant, tous ces changements ne sont pas sans défi. Les entreprises étrangères ont exprimé des préoccupations concernant la stabilité des nouveaux contrats, certains investisseurs craignant que le Burkina Faso ne devienne un terrain plus risqué. Néanmoins, le gouvernement reste ferme dans sa position. Il est prêt à collaborer avec les investisseurs, mais sur la base d'une équité réelle. Ibrahim Traoré a insisté sur le fait que cette politique ne vise pas à isoler le pays, mais à s'assurer que les ressources naturelles profitent d'abord aux Burkinabés, sans pour autant fermer la porte aux partenariats internationaux. L'impact social de ces réformes est tout aussi important. Les communautés autour des mines qui étaient autrefois les grandes perdantes de l'exploitation minière voient enfin des retombées concrètes. L'amélioration de la qualité de vie dans ces régions est un signe fort de ce que l'on pourrait appeler un renouveau économique pour le pays. Les anciens mineurs, qui ont longtemps été les plus exploités, bénéficient désormais de projets de reconversion, notamment dans l'agriculture et les infrastructures. Ainsi, les conséquences pratiques de la décision de Traoré vont bien au-delà du simple ajustement des parts dans les mines. Elle marque le début d'un processus de transformation profonde qui pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à réaffirmer leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. Comme mentionné, dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique qui déterminera la trajectoire de son développement économique et politique. Trois scénarios principaux se dessinent à l'horizon, chacun ayant des implications majeures pour le pays, ses citoyens et ses relations internationales, comme transition naturelle, une stabilisation progressive et un partenariat équilibré. Dans ce scénario, la politique de Traoré semble réussir à maintenir un équilibre entre souveraineté et attractivité pour les investisseurs. Le Burkina Faso continue de renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles, tout en attirant des investissements étrangers, mais sous des conditions plus favorables à la nation. Les nouvelles infrastructures et la formation des ingénieurs locaux créent des emplois durables et une base pour une croissance économique à long terme. Les relations avec les grandes puissances économiques se stabilisent, bien que certaines tensions demeurent sur le contrôle des ressources. Dans ce scénario, l'économie burkinabé connaît une croissance modérée et le pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines.
Pour introduire la suite, une essor économique régional grâce à la réforme minière. Le scénario optimiste envisage une mise en œuvre parfaite de la politique de Traoré, avec des résultats positifs bien au-delà des attentes. Les investissements étrangers affluent, attirés par la stabilité croissante du pays et les nouvelles règles claires de gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso devient un pôle économique dans la région du Sahel, renforçant ses relations avec les voisins tels que le Mali et le Niger. L'industrie minière, en pleine mutation, crée des opportunités d'emploi et de formation dans des secteurs connexes comme le raffinage, l'agriculture et les infrastructures. Dans ce scénario, la croissance économique explose et les réformes de Traoré sont saluées comme un modèle pour l'Afrique. Pour introduire la suite, isolée économiquement et géopolitiquement, le scénario pessimiste envisage un Burkina Faso qui, en raison de sa politique de souveraineté accrue, se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les investisseurs étrangers, inquiets de l'instabilité perçue et des nouvelles règles de partage, réduisent leurs investissements ou se retirent complètement. L'économie, trop dépendante de l'exportation de matières premières, souffre d'un manque d'entrée de capitaux et d'un retard dans la mise en place des infrastructures nécessaires à la diversification économique. Sur le plan géopolitique, le pays pourrait se retrouver marginalisé, avec des partenaires internationaux hésitant à s'engager dans des accords de longue durée. Le Burkina Faso pourrait alors faire face à des défis économiques majeurs, ralentissant sa croissance et mettant en péril les ambitions de développement à long terme. Quel que soit le scénario, les mois à venir seront cruciaux. La décision d'Ibrahim Traoré a déjà commencé à transformer le pays, mais elle ne sera pleinement effective qu'à long terme, lorsque les résultats seront mesurables. Le succès dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à maintenir l'équilibre entre souveraineté nationale et ouverture au monde, tout en répondant aux attentes de la population. Le chemin est semé d'embûches, mais le Burkina Faso a désormais un leadership audacieux, prêt à faire face aux défis et à tirer parti des opportunités qui se présentent. L'impact de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Ce changement a résonné à travers toute l'Afrique et plus largement dans les esprits de ceux qui militent pour une plus grande autonomie des nations sur leurs ressources naturelles. Pour les Burkinabés, cette politique est avant tout un message de dignité et de fierté nationale. Mais, au-delà de cette fierté, il y a une question plus vaste qui touche tous les pays africains riches en ressources naturelles. Pourquoi les pays producteurs de matières premières, souvent les plus pauvres, ne bénéficient-ils pas de la richesse qu'ils génèrent? L'histoire du Burkina Faso, qui a longtemps vu ses ressources exploitées sans retour significatif pour sa population, n'est pas unique. Beaucoup de nations africaines partagent ce destin. Mais ce qui se passe au Burkina Faso pourrait bien être un tournant. Le message est clair. La richesse d'un pays doit d'abord bénéficier à son peuple. Traoré ne se contente pas de parler de souveraineté, il en fait une réalité palpable pour les Burkinabés. Grâce à cette politique, les communautés locales, longtemps laissées de côté, commencent à voir les retombées de l'exploitation minière, qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures, de projets de développement ou de formation professionnelle. Cette dynamique ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle invite d'autres pays africains à réfléchir à leurs propres ressources et à la manière dont elles sont utilisées. Les gouvernements doivent se poser la question: comment garantir que les richesses naturelles servent à améliorer les conditions de vie de leur population? Dans ce contexte, l'exemple du Burkina Faso, guidé par Ibrahim Traoré, pourrait bien inspirer d'autres nations à prendre des mesures similaires pour s'assurer que leur avenir soit, enfin, entre leurs mains. Pour que les réformes initiées par Ibrahim Traoré portent leurs fruits à long terme, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies. Le Burkina Faso est à un tournant crucial et il est impératif que le gouvernement mette en place des solutions concrètes
pour assurer la pérennité de cette nouvelle ère économique et sociale. Voici un plan en 3 étapes clés. Pour introduire la suite, le premier objectif doit être de poursuivre le développement des infrastructures essentielles dans les zones minières. Cela inclut la construction de routes, d'hôpitaux, d'écoles et d'installations sanitaires. Ces projets doivent être réalisés non seulement pour améliorer la qualité de vie des populations locales, mais aussi pour garantir que l'exploitation des ressources naturelles bénéficie d'abord à ceux qui vivent à proximité des mines. Pour introduire la suite, pour que le Burkina Faso devienne un véritable centre économique régional, il est essentiel d'investir dans la formation des jeunes et des professionnels. Les projets de formation pour les ingénieurs et les techniciens locaux doivent être renforcés afin de permettre au pays de ne pas seulement exporter ses ressources, mais aussi de les transformer et de créer une industrie locale autour de l'or. Cela inclut aussi des initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat local dans des secteurs comme l'agriculture, la technologie et la fabrication. Pour introduire la suite, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes stricts de transparence pour gérer les fonds générés par l'exploitation minière. La création d'un fonds national, par exemple, permettrait de canaliser ces revenus vers des projets d'infrastructure et de développement social. En parallèle, une gouvernance transparente et la lutte contre la corruption sont essentielles pour garantir que les ressources du pays servent effectivement à améliorer les conditions de vie de tous les Burkinabés. Ces 3 étapes forment une base solide pour un développement durable et inclusif. Le Burkina Faso doit maintenant mettre en œuvre ces mesures avec rigueur et vision pour s'assurer que les bénéfices de cette nouvelle politique soient ressentis par toute la population et non seulement par une élite ou un groupe particulier. En repensant à cette matinée à Ouagadougou, lorsque Ibrahim Traoré a annoncé sa décision historique de réclamer 35% de la mine de Kiyaka, il est clair que ce geste allait marquer un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ce n'était pas simplement une décision politique ou économique, mais un acte de dignité nationale, un retour de la souveraineté sur les ressources naturelles du pays. C'était l'affirmation de la volonté du peuple burkinabé de ne plus être réduit à un simple spectateur dans son propre avenir. Aujourd'hui, alors que les premières transformations sont visibles, routes, écoles, hôpitaux et infrastructures en développement, on peut dire que ce moment représente bien plus qu'une simple révision des contrats miniers. C'est un message clair pour l'Afrique et le monde. Les nations doivent se prendre en main leur destin. Le Burkina Faso ne revendique pas seulement son or, il revendique son droit à prospérer, à se tenir debout, à être maître de son avenir. Ibrahim Traoré a planté les graines d'une nouvelle ère. La question aujourd'hui est de savoir si le reste du monde comprendra que ce qui se passe à Kiyaka ne concerne pas seulement l'or, mais la redéfinition de ce que signifie la prospérité et la dignité pour toute une nation. Le chemin que suit le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est un exemple de ce que peuvent accomplir des nations qui prennent le contrôle de leur avenir. Ce n'est pas un simple retour sur les ressources naturelles, c'est une redéfinition de la manière dont l'Afrique doit se positionner sur la scène mondiale. Le courage de ce petit pays qui ne demande pas la charité, mais exige une juste reconnaissance, peut inspirer bien d'autres nations à reconsidérer leur approche face à l'exploitation de leurs ressources. Si vous croyez en l'importance de l'autodétermination des nations et dans la capacité de l'Afrique à façonner son propre avenir, partagez cette histoire. L'exemple du Burkina Faso ne se limite pas à un pays ou à un projet. Il incarne l'espoir et la dignité pour toute une région. Soyez acteurs de ce changement. Partagez cette vision et engageons-nous ensemble à soutenir une Afrique plus forte, plus autonome et plus respectée. Que vous soyez un citoyen du monde ou un acteur local, votre voix compte dans cette quête pour la justice et la souveraineté, parce qu'une nation qui se tient debout redéfinit l'avenir pour tous.